bonjour à toutes et à tous, et surtout merci d'être venus nombreux assister à cet événement, somme toute assez exceptionnel. Et je suis d'ailleurs très heureux de constater que l'assistance est variée, avec des membres du Conseil d'orientation stratégique de la Fondation, des membres de son conseil scientifique, des journalistes, des chercheurs, des étudiants, des représentants d'entreprises et des ministères, en un mot, de nombreuses personnes qui s'intéressent à la biodiversité. Alors, plusieurs d'entre vous pourraient être surpris par la vigoureuse et un peu provocatrice interrogation que nous avons mis en introduction de cet après-midi, et si l'effondrement de la biodiversité était plus grave que le changement climatique. Je rassure très vite celles et ceux qui s'inquiètent à juste titre du réchauffement climatique. Celui-ci est un processus majeur qui impacte déjà les sociétés humaines. Donc nul scepticisme à ce niveau de notre part. Lors de la COP 21, nous avions d'ailleurs mis en avant le slogan « Biodiversité et climat, même combat ». Derrière la question que nous posons, il y a la conviction que le devenir de la biodiversité sous toutes ses formes, des individus aux écosystèmes, mais aussi le devenir des multiples services que l'homme en retire est crucial pour l'avenir de l'humanité. Alors vous le savez, je pense, la biodiversité va mal et même très mal. Elle est soumise à des pressions qui ne diminuent pas, notamment le changement d'usage des terres. Plus loin de nous, on parle de déforestation. Ici, on va parler d'urbanisation et d'artificialisation des sols, la surexploitation des ressources, la multiplication des pollutions, des fois on les oublie, c'est très important. Le résultat n'est pas toujours la disparition pure et simple d'une espèce, même si cela arrive dans des cas de plus en plus nombreux, mais il s'agit surtout de la diminution inquiétante du nombre d'individus au sein de ces espèces. À l'exemple, par exemple, des populations de marsouins du Pacifique ou du dauphin de Moïse au large de la Nouvelle-Zélande, dont les devenirs plus qu'incertains ont été soulignés récemment par la presse quotidienne en France. Alors vous me direz que cela est bien triste, mais que cela ne va pas mettre directement en péril notre quotidien ou notre alimentation. Mais est-ce qu'on en est réellement sûr? Peut-être pas. Tournons-nous un instant vers les écrits de Daniel Pauly, le grand spécialiste mondial des pêcheries à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, qui, dans un article paru au début de cette année, considère qu'un effondrement de tous les stocks de poissons en 2048 est une hypothèse probable, si les tendances actuelles se maintiennent. Assez logiquement, dans un tel cas, le spectre d'un accroissement de la malnutrition dans les pays en développement, dont l'alimentation repose sur les ressources maritimes, risque de se concrétiser. Une étude chinoise récente, parue fin 2016, confirme qu'un grand nombre de vertébrés ont vu leur population décliner à partir de la fin du XIXe siècle en lien avec l'industrialisation de la planète. Donc là, on a un travail d'ampleur qui confirme quelque chose auquel on pensait depuis longtemps. Sur la terre ferme, on pourrait parler ici des populations de guépards, donc il y en a qui s'affichent, qui n'occupent plus que 9% de leur aire de distribution originelle, et dont 14 des 18 populations dont on peut suivre le devenir sont aujourd'hui en déclin. Par ailleurs, les scientifiques ont démontré que 75% des espèces de primates ont des populations en décroissance et que 60% de ces espèces sont menacées d'extinction. Enfin, nos plus proches parents, donc dans les genres pan, gorilla et pongo, voient également leur milieu naturel se réduire drastiquement, et bientôt viendra le moment où, en dehors des parcs zoologiques, plus aucune de ces espèces ne subsistera dans son milieu naturel. Nous serons donc alors les seuls hominidés survivants.
Bon, de mon point de vue, c'est tout de même assez poignant et j'imagine que plusieurs d'entre vous partagent cette vision. Si on se tourne vers ce que l'on appelle la biodiversité ordinaire, c'est-à-dire les espèces communes qui nous entourent, le constat est le même. Les insectes, par exemple, ont payé dans nos pays un lourd tribut à l'usage intensif des pesticides et il n'est plus nécessaire aujourd'hui de s'arrêter régulièrement pour nettoyer son pare-brise comme on devait le faire il y a 50 ans lorsqu'on traversait la campagne française. C'est assez illustratif d'un déclin qui touche toute une communauté animale et dont on perçoit encore mal les conséquences à long terme. Alors, dépassant le niveau des populations et des espèces dont on vient de parler, si on regarde l'état des écosystèmes mondiaux, la même inquiétude devrait nous saisir, face notamment aux pressions qui s'exercent sur les derniers grands massifs forestiers de la planète, menacés par l'activité minière, certaines formes d'agriculture et les plantations de palmiers à huile. Et là, l'étonnante proposition récente de la FAO de considérer les plantations comme des forêts, ce qui est une certaine manière, de mon point de vue, de casser le thermomètre, ne changera rien au constat. Les pertes de biodiversité et notamment l'altération du fonctionnement complexe des écosystèmes via des processus de rétroaction influent sur les climats locaux et peuvent accentuer les effets du changement climatique conduisant à des changements environnementaux majeurs ou lourdes conséquences sur les populations humaines. Alors si le constat est clair, pourquoi la mobilisation n'est-elle pas au rendez-vous ou ne s'impose-t-elle pas dans toutes les sphères de la société comme pour le climat? Peut-être pour une large partie à cause de l'amnésie environnementale, ce processus qui fait que chaque génération voit le monde vivant tel qu'il est et non tel qu'il a été à la génération précédente. Les seuils changent et comme on n'a pas pour la biodiversité, à la différence des climatologues, une référence absolue telle que la température, qui puisse servir à évaluer facilement l'état du monde vivant au cours des siècles passés, le grand public et les décideurs évaluent et perçoivent mal les pertes de biodiversité et donc s'en préoccupent moins, à l'exception bien sûr des scientifiques qui, eux, vont s'efforcer de mesurer et de quantifier l'importance des changements qui ont eu lieu, surmontant ainsi l'amnésie environnementale. Comme exemple des incohérences extraordinaires auxquelles nous devons faire face, je me référerai à un récent rapport américain de la Dogwood Alliance qui insiste sur le besoin de protéger les forêts américaines pour contribuer au stockage du carbone, ça c'est très bien, et qui relève que dans le sud des États-Unis est devenu le plus grand exportateur mondial de granulés de bois en fait pour la clientèle européenne, pour les chaudières à bois européennes, et ce au prix d'un accroissement considérable des coupes dans des forêts écologiquement importantes du sud des États-Unis. On voit ainsi qu'une évolution dans les comportements pouvant être perçus comme positive, on arrête d'utiliser du gaz, etc., a donc des conséquences catastrophiques sur la biodiversité 5000 km plus loin. Le constat étant établi, il y a matière à agir, aux États-Unis, en France, etc., et nous pourrions également, dans notre pays, relever d'autres types de politiques dommageables à la biodiversité et incompatibles entre elles. Non seulement il ne faut pas altérer la biodiversité existante, mais il faut ici être vigilant quant à l'incidence sur la biodiversité des solutions qu'il convient de mettre en place pour augmenter la sécurité alimentaire, lutter contre le réchauffement climatique, réduire la consommation des énergies fossiles. Vous l'avez compris, il est urgent de se préoccuper du devenir de la biodiversité, la protéger, en comprendre les dynamiques pour insérer nos activités, nos sociétés dans les écosystèmes et non contre eux. La communauté scientifique, les grandes organisations et ONG internationales et les gestionnaires d'espace soulignent dans le même temps l'importance de la biodiversité comme partie prenante de ces fameuses solutions qui peuvent être proposées pour réduire le changement climatique ou en réduire les conséquences environnementales. C'est le concept des solutions fondées sur la nature qui semble extrêmement prometteur si la science a les moyens d'en accompagner le développement. Il faut également garder à l'esprit que ces solutions qui sont offertes aujourd'hui sont elles aussi menacées si la biodiversité qui les porte venait à disparaître. Donc s'il n'y avait qu'un seul message à porter aujourd'hui, comme le rappelait une des personnes qui réfléchit le mieux aux questions des relations entre l'homme et la nature, ce serait celui-ci. Agissons avant d'atteindre le point de non-retour. Il faut des millions d'années
pour que se mette en place un écosystème complexe, et il faut quelques coups de pelleteuse pour le détruire. Un aparté rapide sur les pelleteuses et autres engins. Aujourd'hui, il suffit d'une seule personne et d'une machine sophistiquée pour mettre à nu en quelques heures une parcelle forestière. Donc face à l'environnement, l'homme n'est plus contraint par ses propres capacités physiques. Toutes les actions que j'ai évoquées, compréhension des grands mécanismes biologiques et des liens avec nos sociétés, protection de la biodiversité, mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, nécessitent au préalable l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques, une meilleure utilisation et un meilleur partage des données existantes, le développement de dispositifs d'observation sur le long terme, la mise en place de dispositifs expérimentaux, l'élaboration de scénarios du futur de la biodiversité et le transfert raisonné de ces connaissances vers la société et les décideurs. C'est la principale mission de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, la FRB, qui vous accueille aujourd'hui, et FRB qui va bientôt atteindre son 10e anniversaire, âge de la maturité. Elle a été créée par les principaux organismes de recherche français dans le but de favoriser le développement des recherches sur la biodiversité en lien étroit avec les acteurs de la société. Susciter l'innovation, réfléchir aux besoins de recherche nécessaires à une meilleure connaissance de la biodiversité et de sa dynamique, promouvoir des projets scientifiques répondant aux enjeux de la biodiversité au service des acteurs de la société, développer des expertises à travers des approches novatrices sont autant d'actions au cœur du dispositif de la FRB. La diffusion des connaissances accompagne nécessairement ces missions. La Fondation pour la recherche sur la biodiversité, c'est une équipe, un conseil scientifique, et c'est aussi un conseil d'orientation stratégique de plus de 175 membres. Ces deux dernières instances ont appris au cours de ces presque 10 années à travailler ensemble pour transformer les besoins de connaissances des acteurs en programmes et questions de recherche. Je vais laisser maintenant Daniel Baumgarten, président du Conseil d'orientation stratégique, vous présenter cette structure originale et dynamique et vous expliquer la genèse de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Donc merci à vous.